Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue Microphone. Bonjour et bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, il faut bien le dire, donne des sueurs froides à beaucoup de monde. Les chiffres et les nombres en français. Ah oui, un grand classique. On s'appuie pour ça sur un extrait d'un manuel pour débutants, Maîtriser l'heure et la routine en français. Notre mission, si on l'accepte, On l'accepte. c'est de démonter cette mécanique des nombres français qui semble parfois complètement folle, pour qu'elle n'ait plus de secret pour nous. Et on va s'aventurer, sans peur je l'espère, dans ce que j'appelle la zone de turbulence juste après 60. C'est un voyage nécessaire. On oublie parfois à quel point les nombres sont la colonne vertébrale de nos conversations. C'est vrai. Pour acheter une baguette, vérifier l'heure d'un train, donner son âge, impossible d'y échapper. Les maîtriser, c'est vraiment un immense pas vers l'autonomie. Et ce qui est passionnant, c'est que derrière cette complexité apparente, se cache une logique, une structure historique presque archéologique. Archéologique, j'aime beaucoup cette idée. Alors, commençons par le commencement. Les fondations, Exactement, les fondations de notre site de fouille. De 0 à 10, on pense tous les connaître, mais c'est souvent là que se cachent les pires habitudes. Alors, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. et déjà là, on peut s'arrêter sur le 1. Ah oui, C'est fondamental. Ce n'est pas juste un son. Ce 1 qui doit vibrer dans le nez, c'est la porte d'entrée à toutes les nasales françaises. la pierre de Rosette des nasales en quelque sorte. Exactement. Et on voit aussi tout de suite cette règle fondamentale du français, l'économie. C'est-à-dire, La langue française est une langue écrite qui est incroyablement riche, mais à l'oral, elle est, disons, paresseuse. Au bon sens du terme. elle cherche l'efficacité. Tout à fait. Le X final de 2, de 6 ou de 10, quand ils sont seuls, il ne sert à rien à l'oral. Alors on le coupe. On ne dit pas 6, on dit si. C'est un principe qu'on va retrouver absolument partout. C'est une super façon de voir les choses. Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. C'est ça. On continue la progression. On arrive à la première zone un peu étrange, de 11 à 16. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, j'avoue, il n'y a pas de secret, c'est du par cœur pur. On a l'impression que la logique a pris des vacances. Elle a pris des vacances, oui, mais elle revient vite. Ces nombres-là, ce sont des vestiges directs du latin. Ils ont évolué un peu de leur côté. Comme des fossiles linguistiques. C'est exactement l'idée. C'est une petite exception à mémoriser. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ordre revient des 17. Ah oui, c'est vrai. Tout à coup, la machine se remet en marche. 17, 18, 19. On retrouve notre base 10 et on y ajoute le chiffre. C'est rassurant. Et on arrive à 20, notre prochain grand protagoniste, avec son fameux T final qui, encore une fois, Et muet. est muet. On prononce 20 comme la boisson, ce qui peut d'ailleurs créer des quiproquos assez amusants. J'ai commandé 20 verres un jour. Je vois le tableau. Bref, pour les dizaines qui suivent, ça reste assez simple. 30, 40, 50, 60. Et on retrouve toujours cette économie orale. Oui, le S de 30, le T de 40, le X de 60, tous muets. Il faut vraiment faire confiance à son oreille plus qu'à ses yeux, en fait. C'est le piège redoutable pour les apprenants. On lit 60 avec ce X et notre cerveau a envie de le prononcer, de dire 60. Mais non, c'est 60. L'orthographe française, elle, est souvent un conservatoire de l'histoire de la langue. Elle garde des traces, mais l'oral, lui, a continué d'évoluer vers plus de simplicité. C'est ce décalage, finalement. Et il est au cœur de la difficulté, mais aussi de la beauté de la langue. C'est vrai. Et ce décalage nous amène tout droit au cas d'école. Le moment que tout le monde redoute. Ah, On arrive à la fameuse zone de turbulence. la voilà. 70, 80, 90. Franchement, est-ce que ce n'est pas un peu sadique? Pourquoi ne pas faire comme les voisins belges ou suisses avec 70 et 90? Ça semble tellement plus simple. On pourrait penser à du sadisme linguistique, oui, mais la réalité est encore plus fascinante. Ce n'est pas une complication inventée pour le plaisir, c'est la survivance d'un autre système de pensée. C'est-à-dire? C'est le système vigésimal, en base 20. On a tendance à l'oublier, mais la base 10 n'est pas la seule qui existe. La base 20 vient probablement d'une époque où l'on comptait sur les 10 doigts. Et les 10 orteils? Et les 10 orteils. Attendez, donc
Quand je dis 80, je suis en train de faire un calcul mental qui remonte à une époque où les gens comptaient pieds nus. C'est exactement ça. 80, c'est littéralement 4 paquets de vin. C'est un peu d'anthropologie qui se cache dans notre façon de compter. C'est incroyable. 70, c'est une forme hybride. On prend la dernière dizaine normale, 60, et on y ajoute 10. Et le chef-d'œuvre, c'est 90. Alors là, On prend notre calcul en base 20, 80, et on lui rajoute 10. C'est un système mixte, un véritable millefeuille historique. vu comme ça a une certaine poésie. C'est moins une erreur mathématique qu'une capsule temporelle. Voilà. Mais ça reste un vrai casse-tête, notamment avec les petites exceptions. On dit bien 71 avec le « et », Oui, mais on dit 81 sans le « et ». C'est là qu'on a envie de jeter l'éponge. ce sont ces petites aspérités qui témoignent de l'évolution un peu chaotique d'une langue. Une langue n'est pas un système logique conçu par un ingénieur. C'est un organisme vivant. Précisément, un organisme qui a grandi de manière un peu désordonnée. Ce « est » qui apparaît pour les 21, 31, 41, 51, 61 et 71, puis qui disparaît. C'est frustrant, mais c'est aussi ce qui donne à la langue sa texture. C'est un excellent exercice d'humilité, finalement. J'aime cette idée. Et cette pratique de l'humilité, j'imagine qu'elle ne concerne pas que les mots, mais la façon de les enchaîner. J'ai l'impression que le niveau supérieur, c'est de faire sonner tout ça de façon fluide. Vous mettez le doigt sur le point essentiel, la liaison. Ah, la fameuse liaison. C'est toute la différence entre parler français et, je dirais presque, chanter en français. C'est la musique de la langue. Son rôle, c'est d'éviter ce que les linguistes appellent un hiatus, la rencontre de deux voyelles entre deux mots. Le français n'aime pas ça. Le français déteste ça, il trouve ça disgracieux. Alors pour faire le pont, on va réveiller une consonne finale qui normalement est endormie. Comme dans deux amis, par exemple. Le X de deux est muet, mais face au A de ami, il se réveille. Et il se transforme en un son Z pour créer deux amis. C'est un peu magique. C'est de la pure magie phonétique. Et ce n'est pas toujours un son Z, c'est ce qui rend la chose complexe. 6 heures devient 6 heures, 10 ans devient 10 ans, ça c'est le même principe. D'accord. Mais prenez 4 amis. Le R de 4 est à peine audible seul, mais ici il se lit fièrement. 4 amis. C'est vrai, on l'entend bien. Et mon exemple préféré, le plus sournois, c'est 5. 5 tout seul se termine par un son que. Oui, 5. 5 amis, eh bien, ce son que saute la barrière et on obtient 5 amis. Je dois avouer que même après des années, cette liaison me surprend toujours. Ce son que qui sort de nulle part. C'est un excellent exemple. Alors, une fois qu'on a déchiffré la logique, la prononciation, la musique, comment est-ce qu'on applique tout ça concrètement ? Prenons l'âge. C'est un cas d'école. C'est plus qu'un cas d'école. C'est une fenêtre sur une différence de mentalité. En français, on n'est pas un âge. On l'a. J'ai 30 ans. On utilise le verbe avoir. Oui, et ça suggère une idée de possession, d'accumulation. On possède 30 années d'expérience. En anglais, I am 30. C'est un état d'être, une définition de soi, à un instant T. C'est fascinant, je n'avais jamais vu ça sous cet angle. C'est subtil, mais ça en dit long. Et une autre bizarrerie très française, les numéros de téléphone. La première fois que j'en ai entendu un, j'ai cru que c'était un code secret. 06, 34, 56, tout est groupé par paire. Ce n'est pas anodin, ça non plus. Cette habitude de grouper par deux force une certaine cadence. Un rythme oral très différent du débit plus haché qu'on aurait en égrenant les chiffres un par un. Ça crée une petite mélodie. Exactement. Ça transforme une information brute en une petite mélodie. C'est plus rapide, plus fluide, et ça demande à l'auditeur de suivre ce rythme. C'est une sorte de danse conversationnelle. Une danse, voilà. Et on danse avec les nombres pour donner un prix. Ça coûte 10 €. Ou une adresse, j'habite au numéro 15. Ils sont absolument partout. On ne peut pas y échapper. Il faut donc bien finir par les dompter. Et pour ça, le conseil ultime est souvent le plus simple, la pratique massive. C'est la seule et unique solution. Il faut se désensibiliser, transformer cette peur en réflexe. Comment on fait ça concrètement ? Compter les voitures rouges dans la rue, les marches de l'escalier, annoncer l'heure à voix haute pour soi-même. Il faut saturer le cerveau jusqu'à ce que 93 ne soit plus un calcul, 4 x 20 plus 13, mais un son, une entité unique, instantanée. Et oser se tromper. Et surtout, oser se tromper. C'est peut-être ça le plus important. On a tellement peur de faire une erreur qu'on reste silencieux. Alors qu'en réalité, même si on se trompe de liaison, le contexte est tellement puissant que 9 fois sur 10, la personne en face comprendra. Tout à fait. L'important, c'est de se lancer. C'est le mot de la fin, parfait pour cette exploration. Si on devait distiller l'essentiel de ce qu'on a vu, il y aurait 4 points, je pense. Voyons voir. D'abord, la prononciation des bases. C'est un champ de mine.
avec ses lettres muettes et ses sons nasaux qui sont cruciaux. Indispensable. Ensuite, cette fameuse complexité après 60, ce n'est pas illogique, c'est une autre logique, celle de la base 20, un héritage historique fascinant. Oui. Troisièmement, la fluidité, la musique de la langue, ça passe impérativement par la maîtrise des liaisons. C'est la clé. Et enfin, des usages quotidiens, comme dire son âge avec le verbe avoir, qui révèlent des différences culturelles assez profondes. C'est une excellente synthèse. Et tout cela, ça soulève une question intéressante pour aller plus loin. Je vous écoute. On a beaucoup parlé de cette idée que le français est une langue écrite riche, mais orale économe. Les nombres en sont l'exemple le plus éclatant, avec cette avalanche de lettres qu'on n'entend jamais. C'est vrai. La question qu'on peut se poser est, si cette économie de la parole est si structurée dans les nombres, où d'autres se cachent-elles en pleine lumière? Bonne question. On la voit dans la négation, par exemple, où le « ne » de « n'est pas » est de plus en plus souvent abandonné à l'oral. On la voit dans certaines structures de phrases qui se simplifient. On dit « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas ». Exactement. Alors, la pensée finale serait celle-ci. Jusqu'à quel point cette tendance à la simplification et à l'efficacité orale n'influence-t-elle pas seulement le son de la langue, mais peut-être aussi, de manière plus subtile, la manière de structurer une pensée et de communiquer au quotidien? C'est une piste de réflexion qui va bien au-delà des mathématiques. Bien au-delà. Bonjour et bienvenue dans notre analyse. Je sais pas pour vous, mais qui n'a jamais eu ce moment de panique, le regard fixé sur sa montre en se disant « Oh là là, le train part dans 3 minutes ». Ou le petit coup de stress en accélérant le pas pour un rendez-vous. Exactement. Et dans une langue qu'on ne maîtrise pas, ça devient tout de suite une question de, disons, survie urbaine. C'est plus que ça, en fait. C'est le squelette de notre journée. C'est ce qui structure tout. Nos obligations, nos moments de liberté. Tout à fait. Sans cette compréhension du temps, la vie en société serait, un chaos permanent, et chaque langue sculpte le temps à sa manière. Et c'est justement cet outil qu'on va examiner aujourd'hui. Notre mission, si on l'accepte, c'est de décortiquer comment on demande et on dit l'heure en français. On s'appuie pour ça sur un guide linguistique très concret. Et on va essayer d'aller un peu au-delà des chiffres, je crois. Oui, voir les nuances, la culture derrière tout ça. Alors, la première étape, la plus fondamentale, la question qu'on pose dans la rue. La formule magique. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Simple, direct. Universel. D'après nos sources, c'est la formule standard. Polie, elle passe partout. Mais ce qui me frappe, c'est la structure. Ce petit mot à la fin. Til. Ah, le « il ». Pourquoi til? C'est une excellente question, parce que ce « il », en fait, il est super révélateur. C'est ce qu'on appelle un pronom impersonnel. Impersonnel, d'accord. Voilà, on ne demande jamais quelle heure êtes-vous, par exemple. Ça n'a aucun sens. Non, bien sûr. Le temps est vu comme quelque chose d'extérieur, d'objectif. Un peu comme « it is raining » en anglais. La pluie tombe, le temps passe. Indépendamment de nous. Exactement. On n'en est pas l'agent. Donc le temps est une force naturelle, comme la météo, et la réponse, elle suit la même logique, j'imagine. Exactement la même logique. Il est 10 heures. La structure bouge pas. Jamais. Et la source dit que c'est un soulagement pour quiconque apprend la langue. Et c'est vrai. Ah oui, on s'y accroche. C'est une seule structure à mémoriser, pas d'exception. Ce qui est, pour le français, assez rare pour être souligné. C'est clair. On s'accroche à ce « il est » comme à une bouée. C'est ça. Bon, d'accord, la base est solide, il est. Mais derrière cette simplicité, il y a une dualité assez fascinante que le guide met en avant, le format 12 heures contre le format 24 heures. Oui, on dirait deux langages qui cohabitent. C'est ça. Le format 12 heures, c'est celui de l'oral de l'informel. Si je dis on se retrouve à 3 heures pour un café, le contexte est clair. On se doute que c'est l'après-midi. Voilà. Mais si je dis à un collègue rendez-vous à 8 heures, là il y a un risque. 8 heures du matin ou du soir. Ben oui, c'est pas le même programme. Et c'est là, j'imagine, que le format 24 heures entre en jeu. Exactement. Pour éviter toute confusion. C'est le garant de la clarté. La source, d'ailleurs, le présente comme le langage de l'officiel. Les horaires de train, les rendez-vous chez le médecin... Les billets d'avion... Tout ce qui ne peut pas être ambigu. Si on vous dit le vol est à 18 heures, l'information est verrouillée. Il n'y a pas d'interprétation possible. Aucune. Et ce choix, il n'est pas anodin. Dans un cadre pro, utiliser le format 24 heures, c'est un signe de sérieux, de précision. C'est une façon de dire « je suis fiable ». C'est un peu ça. On a d'un côté la sphère privée,
plus souple, et de l'autre, la sphère publique, plus rigide, plus codifiée. D'accord. Mais la vie, elle se joue souvent à la minute près. Et c'est là que le français, j'ai l'impression, devient presque poétique. Ah oui, On pourrait juste dire « il est 10h10 ». C'est simple, c'est correct. oui, tout à fait. Mais on entend beaucoup plus souvent des choses comme 10h15 ou 10h30. Oui, ce sont des raccourcis, c'est plus fluide, plus idiomatique. 10h15, ça sonne plus naturel que 10h15 dans une conversation. C'est une logique d'addition. On ajoute un morceau de temps. C'est ça, un bloc de temps à l'heure qui vient de tasser. Mais alors, il y a mon cas préféré. Celui qui m'a toujours fasciné. Je vous écoute. Il est 10h moins le quart. Attendez, je réalise qu'au lieu de dire 9h45, on se projette à 10h. Et on recule. Oui, C'est comme si on était déjà pressé d'arriver à l'heure d'après. c'est exactement cette gymnastique mentale. La source parle de logique de soustraction, mais c'est plus que ça. C'est une logique d'anticipation. On est déjà dans l'heure qui arrive. Mentalement, oui. C'est ça qui est fascinant. Ça révèle peut-être une culture un peu orientée vers le prochain jalon, vers l'avenir. On ne dit pas où on est, mais à quelle distance on est du but. C'est une sorte de compte à rebours permanent. Voilà. Un compte à rebours intégré dans le langage de tous les jours. Mais on pourrait dire aussi que c'est juste une convention, un raccourci pratique. On suranalyse pas un peu, là. C'est une critique juste, mais même une habitude, ça a du sens. Et surtout, cette convention a des conséquences très très concrètes. C'est-à-dire? Le guide le dit très crûment. Si vous ne comprenez pas la différence entre et moins, vous manquerez votre bus. Ah oui, vu comme ça. Et c'est pas du tout théorique. Je peux vous dire, personnellement, j'ai déjà attendu, une demi-heure sous la pluie à Lyon, Ah oui, à un arrêt de bus, juste parce que j'avais mal compris un moins le quart quand j'apprenais. c'est le genre de leçon qu'on n'oublie pas, ça. Ah non, l'oublie pas. C'est la différence entre arriver un quart d'heure en avance et un quart d'heure en retard. Et ça, c'est énorme. L'expérience personnelle, il n'y a rien de mieux. Donc on a cette danse, addition, soustraction, mais il y a deux mots qui semblent ignorer complètement ces règles. Ah, les exceptions. Deux rois, comme vous disiez, à midi et minuit. Oui, ils sont tellement importants qu'ils remplacent le chiffre 12. Et la première règle, la plus simple, c'est qu'on ne dit jamais heure après. C'est « il est midi », point. Voilà, pas il est midi heure. C'est une erreur classique. Et il y a cette autre subtilité qui me pose toujours problème, c'est l'accord. On dit 3h30 avec un « e », Oui. car heure est féminin, mais pour midi, on dit midi et demi, non? Eh ben non, c'est le piège classique. Ah, C'est midi et demi au masculin. d'accord, mais pourquoi? La raison est subtile. L'accord ne se fait pas avec le mot heure qui n'est pas là, mais avec le mot midi lui-même. Et midi est un nom masculin. Ah, d'accord, je vois. C'est un détail, mais... C'est un détail, oui. La source dit bien que l'erreur serait comprise, mais la forme correcte, c'est un vrai signe de maîtrise. Le mot midi absorbe tout, en fait. Il a son propre genre, sa propre identité. Exactement, parce que son poids culturel est immense. Midi, ce n'est pas juste 12 heures. C'est une institution, C'est le pivot de la journée française, c'est l'heure sacrée de la pause déjeuner. c'est vrai. Et le guide donne cette information pratique que tout visiteur devrait connaître. Beaucoup de magasins, de banques, de services, surtout hors des grandes villes. Ferme entre eux midi et 2. Voilà. Et si on ne sait pas ça, on se retrouve tout le temps devant une porte close. Midi, c'est pas un nombre, c'est un rituel social. On voit bien comment un seul mot peut être la clé d'un code culturel. Et ça nous amène, logiquement, à une vision plus large. Au-delà des chiffres. Oui, le vocabulaire des moments de la journée est flou. Le matin, l'après-midi, le soir. Là, on quitte les maths pour entrer dans la subjectivité. C'est exactement ça. On quitte le monde rigide des horaires pour celui beaucoup plus flexible de l'expérience humaine. L'après-midi, ça commence après-midi, c'est facile. Logique? Mais le soir, quand est-ce que ça commence, le soir? Bonne question. La source suggère vers 17h ou 18h, mais c'est flou. C'est très variable et très contextuel. Et ça dépend d'un facteur très concret, la lumière du jour. L'exemple du guide est frappant. En France, en été, il peut faire jour jusqu'à 22h. Alors qu'en hiver, à 17h, il fait nuit noire. Et ça change tout. Mon soir du mois de juin Ah oui, n'a absolument rien à voir avec mon soir de décembre, quoi. c'est clair. Et ça a un impact direct sur la vie sociale, en fait. Les dîners en terrasse, l'été qui s'éternise. Et les soirées plus tôt, à l'intérieur, en hiver. Bien sûr, le fameux apéro,
Il peut commencer à 18h en hiver, mais s'étirer jusqu'à 20h30 un soir d'été, avant même de penser à dîner. Le vocabulaire suit cette réalité. Donc, savoir dire l'heure en français, ce n'est pas juste lire une horloge. Non, c'est aussi savoir lire le ciel et lire les codes sociaux. Savoir quand on peut commencer à dire « bonne soirée » à quelqu'un. Utiliser des expressions comme « on se voit dans l'après-midi » ou « vers 20h », c'est moins précis, mais c'est plus humain peut-être. C'est plus relationnel. Ça montre qu'on comprend non seulement la langue, mais aussi le rythme de vie qui va avec. Dire « je suis libre dans l'après-midi », c'est une invitation beaucoup plus ouverte que « je suis dispo de 14h à 17h ». On en revient toujours à cette dualité. Le temps social, flexible, et le temps professionnel, chiffré. C'est une excellente façon de résumer. On a fait un sacré parcours quand on y pense. On a commencé avec la base de la base, Quelle heure est-il? une structure qui nous a montré que le temps est une force extérieure. Objective. Puis on a vu la dualité entre le système des 12 heures, plus familier. Et celui des 24 heures, pour la précision, le travail. Ensuite, on s'est amusé avec les minutes, l'addition avec écart. Et cette fascinante soustraction, ce compte à rebours mental, pour moi le quart. Une logique à risque, comme nous l'a rappelé votre histoire de bus. Ah, une leçon apprise dans le froid, oui. On a ensuite salué les deux rois, midi et minuit, qui sont bien plus que des chiffres. De vraies institutions, culturelles et grammaticales. Et pour finir, on a élargi le champ. On a vu que le matin ou le soir ne sont pas fixes, mais s'adaptent à la lumière, aux saisons. Pour refléter un rapport au temps plus organique. On est vraiment passé de la mécanique pure à la culture profonde. Alors, pour conclure, quelle est la dernière pensée, la petite graine qu'on peut laisser pour continuer la réflexion? Je reviendrai une dernière fois sur cette dualité qui a été notre fil rouge. D'un côté, le français a ce système hyper précis, rigide. Le format 24 heures, les horaires à la minute. C'est le temps de l'efficacité, du travail. Qui ne tolère aucune ambiguïté. Aucune. Et de l'autre côté, il y a ce système très souple, contextuel, presque poétique, vers le soir, en fin d'après-midi. C'est le temps du social, de la relation. La rigueur et la souplesse. Qui coexistent dans la même langue pour le même concept. Et la question que ça soulève, c'est celle-ci. Est-ce que cette coexistence entre l'horaire officiel et l'horaire social, ça ne révèle pas quelque chose de plus profond sur nos valeurs? Peut-être sur la manière dont on voit la frontière, parfois très nette, parfois plus floue, entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Entre ce qui est dû à la machine sociale et ce qui est partagé entre humains. C'est une piste qui va, je crois, bien au-delà de la simple question « quelle heure est-il » Bonjour alliés. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui a l'air assez banal. La routine quotidienne. Se lever, se brosser les dents. Mais en regardant de plus près la grammaire française, on va voir qu'il y a toute une philosophie qui se cache derrière. Absolument. Pour cette analyse, on a décortiqué un manuel au titre assez prometteur, French Grammar and the Art of Daily Routine. Et la thèse de fond est assez bluffante. La façon dont la langue structure ses gestes de tous les jours, ça révèle quelque chose de très profond sur la culture. C'est exactement ça. En fait, l'auteur démarre avec une phrase qui donne le ton. Il dit « une heure sans action est vide ». Ah oui. L'idée, c'est que la grammaire, ce n'est pas juste un tas de règles, mais un outil pour habiter le temps, pour le remplir. Et pour ça, le français a un outil de prédilection, les verbes pronominaux, les fameux verbes réfléchis. Alors, allons-y. Commençons par le commencement, le réveil. La première action de la journée, c'est se réveiller. Je me réveille. Franchement, ça m'a toujours un peu questionné, cette construction. En anglais, c'est simple, on dit « I wake up ». Pourquoi le français a besoin de ce « me », de cette espèce de miroir? C'est une excellente question, parce qu'on est au cœur du sujet. En fait, ce n'est pas du tout une complication. C'est un choix philosophique de la langue. D'accord. L'auteur du manuel utilise justement cette métaphore du miroir. Le pronom réfléchi, me, te, se. Il vient souligner que la première action de la journée, elle est subjective. Elle est tournée vers l'intérieur. Avant même d'agir sur le monde, on agit sur soi. On se tire de son propre sommeil. On se tire de son propre sommeil. La conscience revient à elle-même. C'est une nuance qui est énorme. Donc ce n'est pas juste l'action est faite par le sujet. Non. C'est l'action est faite par le sujet, pour le sujet et sur le sujet. Exactement. C'est un huis clos grammatical, comme vous dites. Oui. Et cette logique, elle s'étend à toute la sphère du corps, de l'intime,
Se laver, se brosser, s'habiller, se coiffer. C'est vrai. Le corps est traité comme le premier territoire de l'action. Et ça donne lieu à des constructions qui peuvent paraître, Bizarre. oui, un peu étranges pour quelqu'un qui n'est pas francophone. Il y a un passage dans le livre qui insiste sur un détail qui dit tout. On ne dit pas en français « je lave mes mains Ah non, ça sonne presque clinique, comme si on parlait de ses outils de travail. ». C'est ça. Je me lave les mains. C'est beaucoup plus naturel. Oui. Parce que la grammaire, là, elle refuse de voir les mains comme un objet extérieur. Elles font partie de nous. Elles font partie de ce « me ». La langue reconnaît l'unité du corps. C'est pour ça que l'auteur dit que ces verbes sont le squelette de la routine. D'accord. Et ce squelette, il a sa propre musique. Le manuel s'arrête un moment sur la conjugaison de se lever, avec la fameuse apparition de l'accent grave. Je me lève, mais nous nous levons. Ben oui. Le son change complètement. On passe d'un « est » très ouvert à un « est » fermé. Et ce n'est pas juste un détail pour faire joli. C'est ça qui est intéressant. Le manuel met bien en lumière que c'est une caractéristique du français. La musicalité est au service de la clarté. D'accord. La langue fait cet effort phonétique pour que chaque distinction soit audible. C'est une forme de soin, en fait, apporté à la communication. C'est une belle perspective. Bon, une fois que ce squelette est en place, la journée peut commencer. Le texte propose une séquence matinale type. Je me réveille, je me lève, je me douche, je m'habille, et puis, d'un coup, ça bascule. Je prends mon petit déjeuner, je bois un café, je pars au travail. On sent un vrai changement de dynamique. Oui, et ce qui est fascinant dans cette alternance, et c'est un point clé de l'analyse, c'est le rythme narratif que ça crée. C'est un va-et-vient constant entre l'interne et l'externe. Ah oui, c'est vrai. On commence par une série d'actions sur soi, je m'a, et puis la caméra, si on veut, elle pivote vers le monde. Je prends un café, je lis le journal. Donc, grammaticalement, le récit de la matinée, c'est une sorte de danse entre le soi et l'extérieur. Voilà, c'est le passage de l'intime au social. Comme le rappelle la source, sont tous irréguliers. Tous. On dirait que la langue a rendu les verbes les plus courants, les plus capricieux. Est-ce que le manuel explore cette idée? Tout à fait. L'auteur, il s'écarte du simple tableau de conjugaison. Il prend l'exemple de mettre. Je mets, tu mets, il met, avec un seul T. Oui. Et puis, nous mettons, vous mettez, avec 2 T. Au lieu de présenter ça comme une simple difficulté, il suggère de le voir comme une sorte d'usure. Une forme qui a été polie par des siècles d'utilisation. C'est parce qu'on les utilise tout le temps qu'ils sont devenus comme ça. Exactement. Ils ont développé des formes uniques. J'aime beaucoup la recommandation du livre à ce sujet. Il dit « Ne cherchez pas la logique partout. Apprenez-les comme des chansons. » C'est une approche bien plus poétique que la mienne au collège. Alors, une fois qu'on a cette séquence d'action, on peut commencer à la colorer. Et c'est là que le livre introduit les adverbes de fréquence. Toujours, souvent, parfois, rarement, jamais. Oui, et là encore, on dépasse la simple liste de vocabulaire. Ces mots, ils ne font pas qu'ajouter du relief. Ils transforment la chronique d'une seule journée en portrait d'une vie. Ah, c'est intéressant. Bah oui. Dire « je me lève tard », c'est une information. Dire « je me lève toujours tard le dimanche », c'est une déclaration d'identité. C'est un trait de personnalité. C'est le passage de l'événement à l'habitude. Voilà. Et le livre montre bien que c'est un outil social. L'exemple de l'échange classique est très parlant. Tu te lèves tôt le week-end? Moi, je me lève toujours tard le dimanche. C'est une conversation banale, mais c'est par ces banalités qu'on tisse du lien social. On tisse du lien, oui, mais dans un cadre très précis. Et c'est là qu'on retrouve cette rigueur de la langue. Le français est très strict sur la place de l'adverbe. Il se colle au verbe. C'est vrai. Je me lève souvent à cette heure. On ne peut pas dire « je souvent me lève ». Non. La structure, elle est quasi architecturale. Sujet, verbe, puis la nuance de l'adverbe. C'est vrai que c'est assez rigide. On perd un peu en souplesse, non? On peut jouer avec, mais la phrase standard, la plus naturelle, c'est cet ordre-là. Et ce que suggère le manuel, c'est que cette structure, ce n'est pas une contrainte, mais un gage de clarté. Tout est à sa place. Tout est à sa place, exactement. Le message est reçu sans ambiguïté. C'est un arbitrage constant en français entre la créativité et la clarté. Et souvent, la clarté l'emporte. D'accord. Alors, on a traversé la matinée, on a enrichi le récit, mais toute journée a une fin. Est-ce que la grammaire nous offre la même symétrie pour boucler la boucle le soir? Oui, et la symétrie est presque parfaite. L'auteur présente se coucher comme le miroir inversé de se lever. Ah. On retrouve le même mouvement de retrait du monde social vers la sphère intime. La journée se ternit comme elle a commencé, par une action réfléchie, tournée vers soi.
le cycle est complet. On passe de rentrer ou dîner à se déshabiller, se coucher et enfin s'endormir. C'est ça. Et c'est dans cette partie que le livre fait le lien le plus clair entre la grammaire et la culture, notamment avec cette fameuse question « Tu as bien dormi ?» Oui, L'analyse est que ce n'est pas du tout une question anodine. non, en effet. Et c'est là qu'on touche à l'art de vivre. Mais je vous vois venir. Oui, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train d'enjoliver un peu C'est la question piège. D'autres langues, comme l'italien ou l'espagnol, ont aussi plein de verbes réfléchis. Qu'est-ce qui rend l'approche française si spécifique ? Alors, le livre y répond de manière assez convaincante. Il ne dit pas que la France a le monopole de cette structure. D'accord. Ce qui est spécifique, c'est l'écosystème culturel qui s'est construit autour de cette structure. Ce n'est pas juste le verbe se laver, c'est l'association de ce verbe avec des expressions comme prendre le temps de, avec l'importance culturelle du repas, donc se nourrir, du repos, se reposer. Et surtout, avec ces rituels de langage comme tu as bien dormi? Qui n'est pas une simple question, en fait. Exactement. Ce n'est pas une enquête sur la qualité du sommeil, c'est une salutation. C'est l'équivalent matinal de « ça va-t-il ». Ça veut dire « je me soucie de ton état de bien-être fondamental Le sommeil comme fondation du bien-être de la journée. Vu comme ça, c'est vrai que c'est assez profond. ». Ça change tout. Et le manuel qualifie la routine vue sous cet angle, non pas de corvée, mais de rituel de soin. Un rituel de soin. La langue elle-même, par ses choix, nous invite à voir ces moments comme des actes où l'on prend soin de soi. C'est une conclusion puissante. L'auteur résume ça dans une phrase que je trouve magnifique. Il ne s'agit pas de dire « je dois me laver », mais de penser « je prends le temps de me laver ». C'est ça. La modification du verbe change toute la perception de l'acte. Ce n'est plus une contrainte, c'est un moment qu'on s'accorde. Exactement. Alors si on fait le bilan, ce qui est frappant, c'est de voir comment des points de grammaire un peu arides à l'école sont en fait porteurs d'une vision du monde. Oui, On a ce concept de miroir avec les verbes réfléchis qui placent le soi au centre. On a vu comment des détails de prononciation ou de syntaxe répondent à une exigence de clarté presque esthétique. tout à fait. Et surtout, on a connecté tout ça à une notion plus large, cet art de vivre où la routine devient un rituel. C'est une synthèse parfaite. Et pour prolonger la réflexion, cette idée de rituel de soin, narré par la grammaire, est très fertile. Oui, Si on accepte que la description de notre routine est d'une forme d'écriture, un texte qu'on produit chaque jour sur nous-mêmes, alors une question fascinante se pose. Dans le récit de notre propre journée, quels sont les verbes qu'on utilise le plus? consciemment ou non. Consciemment ou non, est-ce que ce sont des verbes d'action, de production tournés vers l'extérieur? Ou est-ce qu'on laisse une place à ces verbes de soin, de maintenance, tournés vers l'intérieur? La grammaire de notre vie quotidienne est peut-être bien plus révélatrice que notre agenda. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. On a tous déjà ressenti cette étrange sensation, ce petit décalage quand on arrive dans une nouvelle culture. Ce moment où même un simple dîner, ça devient vrai casse-tête, parce qu'on ne sait pas à quelle heure il faut arriver. Et si la maîtrise du temps, cette horloge sociale un peu invisible, était en fait la clé secrète pour vraiment s'intégrer en France? C'est une excellente question, vraiment fondamentale. Parce que le temps en France, ce n'est pas juste une question d'heures, c'est un véritable langage. Un code social très complexe qui va tout régir. De la réunion de travail à la manière dont on noue une amitié autour d'un bon repas. Et si on ne maîtrise pas ce code, c'est un peu comme parler avec un fort accent. On se fait comprendre, bien sûr, mais on reste un peu l'étranger. Oui, on reste à la surface. Et cette idée que le temps est un langage, c'est vraiment le cœur de notre source du jour. On s'appuie sur des extraits d'un guide sur l'étiquette et la culture française qui s'intitule « The Social Clock ». Il se présente vraiment comme un manuel pour décoder toutes ces règles non écrites. Exactement. Notre mission aujourd'hui, c'est de disséquer ensemble toutes ces nuances. La ponctualité, le rythme si particulier des repas et même l'art de gérer un retard. Le but, c'est de donner des clés pour naviguer la vie sociale française sans faire d'impair. Alors, on commence par le plus grand paradoxe, peut-être? La ponctualité. Décortiquons ça. La source met en lumière une tension qui est assez fascinante. D'un côté, on a une rigueur presque administrative, et de l'autre, une flexibilité sociale qui peut sembler complètement contradictoire. Comment ces deux facettes cohabitent dans la même culture? C'est vraiment le cœur du sujet et c'est ce qui est le plus déroutant. En fait, la source explique que la France fonctionne sur deux systèmes temporels qui sont parallèles. Le premier, c'est celui de la sphère publique. L'administration, le travail,
Et là, le côté strict il est factuel. Il n'y a pas de place pour l'interprétation. La source est très claire là-dessus. Donc, pour les rendez-vous médicaux, administratifs ou pour prendre un train. Voilà. Pour tout ça, la ponctualité est non négociable. L'heure, c'est l'heure. On parle d'une ponctualité à la minute près. Un retard même de quelques minutes peut avoir des conséquences très concrètes. Tout à fait. Le guide prend l'exemple d'un rendez-vous à la préfecture. Si la convocation est à 10h00 et que vous arrivez à 10h05, il y a de très fortes chances que votre numéro soit déjà passé et qu'il faille reprendre rendez-vous. Et pour un train, c'est encore pire. Pour un train, c'est encore plus simple. Les portes ferment 1 ou 2 minutes avant le départ. Le système, il n'attend pas. C'est carré, c'est sans appel. C'est le temps de l'efficacité, on va dire. C'est le côté où la machine l'emporte sur l'humain. Mais alors, où est-ce qu'on trouve cette fameuse flexibilité dès qu'on est dans le privé? Précisément. Elle apparaît dès qu'on entre dans la sphère privée, la sphère sociale. Et l'exemple le plus parlant du guide, c'est le dîner entre amis. C'est là qu'intervient ce concept typiquement français, c'est presque un rituel, le fameux quart d'heure de politesse. Ah oui, le quart d'heure de politesse. Arriver avec 15 minutes de retard n'est pas seulement toléré, mais souvent attendu. C'est même apprécié. C'est très contre-intuitif pour beaucoup de cultures où être à l'heure est une marque de respect universel. La source explique d'où ça vient. Oui, elle le décrit comme une danse sociale très subtile. Le chiffre de 15 minutes, c'est une convention, une moyenne. Pour un apéro, ça peut même aller jusqu'à 30 minutes. Pour un dîner un peu plus formel, on visera plutôt 5 à 10 minutes. Mais le principe derrière, c'est de faire preuve de souplesse, de savoir-vivre. Et psychologiquement, qu'est-ce que ça implique? C'est ça qui est fascinant. Si vous arrivez trop tôt, vous risquez de surprendre vos hôtes en plein préparatif. Ça peut les mettre mal à l'aise, leur mettre une pression. On les force à arrêter ce qu'ils font pour s'occuper de nous. C'est un peu une intrusion, en fait. Voilà. Et si vous arrivez à l'heure pile, ça peut être perçu comme trop rigide, presque militaire. Ça manque de décontraction. Alors que le léger retard, lui, est vu comme une forme d'élégance. Il envoie un message « Je suis détendu, je viens pour passer un bon moment ». Ça respecte le rythme de la soirée qui se met en place. Donc, la règle d'or, si je résume, rigueur pour les obligations, souplesse pour les invitations. Le conseil de la source reste d'observer. Mais comment on gère ce retard poli? Est-ce qu'il faut s'excuser? Ah, et c'est une autre nuance cruciale du guide, l'art de l'excuse. Pour ce petit retard social, il ne faut surtout pas s'excuser à outrance. Un simple et léger « désolé pour le retard, les transports parisiens » ou « désolé, j'ai eu un petit imprévu », ça suffit largement. Et l'autre répondra toujours un truc comme « ne t'inquiète pas, tu es à l'heure parfaite ». Alors que s'excuser platement pendant 5 minutes, ça créerait un malaise. Complètement. Ce serait même déplacé. Ça mettrait un coup de projecteur sur un truc qui n'est pas une faute, et ça force l'autre à devoir vous pardonner un crime qui n'en est pas un. Ça alourdit l'ambiance. On accepte le retard, on passe à autre chose et on profite de la soirée. C'est une belle leçon de subtilité. Une subtilité qui montre bien que le temps est élastique. Mais s'il y a un domaine où le temps est un pilier immuable, ce sont les repas. Et c'est ici que ça devient vraiment intéressant. En France, on a l'impression que ce n'est pas le travail qui rythme la journée. Mais les repas, c'est une affirmation très forte de la source, mais elle est profondément vraie. Les repas, ça structure toute la journée. Ça commence avec le petit déjeuner, typiquement léger, sucré. On parle de café, de tartines beurre confiture, une viennoiserie. Le guide insiste sur l'absence presque totale de salé. Pas d'œufs, pas de bacon. Ça peut être un choc culturel. C'est juste pour démarrer la machine, ce n'est pas un événement. Mais le déjeuner, lui, c'est une autre histoire. La source le qualifie de « sacré ». Le mot n'est pas trop fort, il se déroule de manière quasi rituelle entre midi et 2. Et cette pause est si ancrée qu'elle a une conséquence très pratique que souligne bien le guide. Beaucoup de magasins, de banques, de services ferment. Essayer de faire des courses à 13h, surtout dans une petite ville, c'est mission impossible. Ça en dit long sur les priorités culturelles, en effet. Absolument. Et il y a une règle implicite. On s'assoit pour manger. Manger un sandwich en marchant dans la rue ou devant son ordinateur, c'est encore mal vu dans beaucoup de contextes, surtout professionnels. C'est un manque de respect pour la nourriture et pour soi-même. On prend le temps, on fait une vraie coupure. Ce qui nous amène au dîner, qui est connu pour être tardif. La source utilise un exemple frappant. Inviter des Français à dîner à 18h serait incongru. Ce serait presque comique, oui.
18 heures ou même 19 heures, c'est l'heure de l'apéro. C'est un autre rituel fondamental. C'est une sorte de sas de décompression entre le travail et le repas du soir. Le dîner en lui-même, il commence rarement avant 20 heures. C'est plus souvent vers 20h30, voire 21 heures. Et manger à cette heure-là, ce n'est pas juste une habitude, c'est s'inscrire dans un temps collectif. Et au-delà de l'heure, ça implique quoi en termes de comportement à table? Le guide insiste sur l'étiquette et le rythme. D'abord, on évite en général de parler travail. La table, c'est pour la convivialité. On parle de la vie, de culture, de voyage, de politique. Et bien sûr, on parle de ce qu'on mange. Le rythme est donc essentiel. Manger vite, c'est mal vu. C'est considéré comme très impoli. Finir son assiette en 10 minutes et regarder son téléphone, ça envoie le message qu'on n'apprécie ni la nourriture ni la compagnie. On prend son temps, on savoure, on pose ses couverts, on participe à la conversation. Le guide décrit ça comme un marathon de plaisir, pas un sprint. C'est une très belle image. On voit bien comment le temps s'étire et se contracte. Passons maintenant à un autre contexte. On retourne à la rigueur du monde professionnel et à la gestion des retards. Là, la communication est cruciale. Oui, ici, la flexibilité du dîner, elle disparaît complètement. Le protocole est très clair dans la source et celle. Si on est en retard à un rendez-vous pro, même de 5 minutes, il faut prévenir. Un simple SMS ou un appel rapide, ça change radicalement la perception du retard. Et la précision est importante, j'imagine. Il ne suffit pas de dire « je suis en retard ». Non, il faut être précis et concis. Bonjour, j'ai un imprévu sur la ligne de métro, je serai en retard d'environ 10 minutes. Toutes mes excuses. Cette simple phrase transforme une faute en un contretemps gérable. La source insiste sur un point. Le silence, c'est la pire des options. Ne rien dire, c'est interprété comme un manque de respect. Comme si le temps de l'autre n'avait aucune valeur. Et ça semble lié à une valeur culturelle plus profonde que la source appelle la parole donnée. Ce n'est pas juste de la politesse. C'est tout à fait ça. En France, la parole a un poids. Si vous dites « je serai là à 9 heures », c'est un contrat moral. Ne pas l'honorer, et surtout sans prévenir, ça entame sérieusement votre crédibilité. Le retard en soi est souvent pardonnable, les imprévus ça arrive. Mais le silence, lui, c'est une rupture de contrat. Ça veut dire que votre parole n'est pas fiable. Donc en communiquant, on ne fait pas que s'excuser, on réaffirme le respect qu'on a pour son interlocuteur et pour sa propre parole. C'est exactement l'idée. La communication rend le retard acceptable car elle montre qu'on est conscient de son engagement. C'est une question de réputation. C'est une leçon essentielle. Et ça nous amène très logiquement à la dernière partie qui propose de passer de la théorie à la pratique avec un exercice très concret. Oui, et c'est une approche très pragmatique et je trouve très puissante que propose le guide. L'idée, c'est d'internaliser à la fois un emploi du temps à la française et la langue elle-même. On lit les deux. Alors, comment ça fonctionne exactement? On prend son agenda et on le traduit, c'est ça? C'est un peu plus structuré. L'idée, c'est de prendre une feuille chaque matin et d'écrire son emploi du temps idéal pour la journée, en français, heure par heure, et de manière descriptive. Par exemple, à 7 heures, mon réveil sonne et je me lève. À 13 heures, je fais une vraie pause pour déjeuner. À 20 heures, je dîne en famille, de 7 heures à 23 heures environ. Et l'exercice ne s'arrête pas à l'écriture, c'est un processus plus complet. Non, l'écriture, ce n'est que la première étape. Ensuite, il faut le lire à voix haute. Troisième étape, cruciale, s'enregistrer en train de le lire. Et enfin, la quatrième, s'écouter. Pour repérer les erreurs, les hésitations et se corriger. La recommandation du guide, c'est d'en faire un petit rituel matinal de 10 minutes. Le mécanisme psychologique derrière est fascinant. La source parle de créer une encre mentale. Il ne s'agit pas juste d'apprendre du vocabulaire. C'est le cœur de la méthode. On associe l'action à la parole. Au moment où l'on se lève, on a la phrase « je me lève » qui vient à l'esprit. On lie le mouvement, l'action vécue, au mot français. Le but, c'est de court-circuiter le réflexe de la traduction. On ne pense plus en anglais pour traduire en français. On vit l'action et la phrase en français émerge naturellement. On passe de parler français à vivre en français. C'est une manière très concrète de faire du temps non plus une contrainte, mais un cadre qu'on s'approprie. Un rythme personnel qui s'harmonise avec le rythme culturel. Et c'est là toute la philosophie de l'approche. Le guide conclut sur cette idée, la régularité bat l'intensité. Ce n'est pas en étudiant 8 heures d'affilée une fois par mois qu'on progresse, mais en pratiquant un peu chaque jour. Cet exercice transforme le temps. Il n'est plus un ennemi, mais un allié, un cadre pour vivre. C'est une forme de maîtrise de soi qui mène à une véritable liberté. C'est une vision très puissante.
Alors, si on résume ce qu'on a décortiqué aujourd'hui, à partir de cette source, The Social Clock, on retient d'abord cette dualité de la ponctualité, rigueur absolue pour l'officiel et flexibilité attendue dans le social. Ensuite, le rôle absolument structurant et, on l'a dit, sacré des repas qui dictent le rythme de la journée, le petit déjeuner léger, le déjeuner coupure et le dîner tardif. On a aussi vu que la communication est la clé de la gestion des retards dans un contexte formel. Le silence est perçu comme un manque de respect, une rupture de la parole donnée. Et enfin, cet exercice pratique qui consiste à verbaliser sa routine en français chaque jour. Ça permet de lier la langue à l'action et de passer de la traduction à l'immersion. C'est une feuille de route très claire. Pour conclure, je vous laisse nous proposer une dernière pensée, une réflexion pour prolonger un peu les idées de la source. Avec plaisir. Si on accepte cette idée que la gestion du temps est une forme de langage non verbal, alors la question que la source pose en filigrane est la suivante. Quelles sont les phrases que nos propres habitudes temporelles communiquent sur nous quand on interagit avec d'autres cultures? Et plus profondément, que disent ces habitudes de nos propres priorités, de ce qui est vraiment sacré dans notre propre horloge sociale? Et c'est sur cette excellente question ouverte que se termine notre analyse. Merci de nous avoir suivis.